Alors, bon, bah, je vous ai fait du coup, j'espère qu'il n'était pas trop dur ou trop facile. Il y avait des questions d'anal. Donc, euh, donc la première question, euh, la spectrométrie optique, donc c'est sur la spectrométrie optique. La spectrométrie optique concerne uniquement les rayons ultraviolets visibles et infrarouges. Du coup, bah, c'était vrai. On a les radiofréquences et tout qui est. Du coup, il n'y a pas. Ensuite, la B. Attends, je grossis. Voilà. La B. Donc, l'émission et l'absorption reposent uniquement sur la nature ondulatoire des rayonnements électromagnétiques. Donc, elle était fausse parce que, ben, du coup, c'est pas que sur la nature ondulatoire. Il faut savoir que principalement, c'est sur la nature ondulatoire, mais on a certaines particularités qui sont expliquées sous l'aspect corpusculaire. Du coup, là, c'est dans la formule de Max Planck, l'énergie est proportionnelle à la fréquence, mais inversement proportionnelle au nombre d'ondes. Elle est fausse parce qu'elle est proportionnelle au nombre d'ondes aussi. C'est à la longueur d'onde que c'est inversement proportionnel. Donc le nombre d'ondes, c'est grand N. La D, la spectrométrie et l'étude de l'interaction de la matière avec les rayonnements électromagnétiques. Donc ça, c'est la formule. Du coup, c'est vrai. E, les UV ont un domaine spectral de 300 à 0,8 nanomètres. C'est faux. Alors 300 à 0,8, c'est pour les infrarouges. Du coup, les UV, c'est de 400 à 170 nanomètres. Du coup, pour la question 1, ça faisait AD. Du coup, la question 2, à l'absorption des rayons UV d'un atome isolé donne un spectre électronique constitué de raies, de bandes, jusqu'à une énergie de dissociation, donnant un spectre continu. Elle est fausse parce que, en fait, pour l'absorption, c'est divisé en deux parties. On a une partie, c'est au niveau d'un atome isolé, et une autre partie, donc au niveau d'un atome isolé, c'est peu importe les rayons, ça sera des raies, seulement des raies, tandis qu'il fallait que ce soit au niveau moléculaire. Et au niveau moléculaire, on a du coup, on a des raies, des bandes, et si on met du coup des UV, ça fait qu'on a aussi le spectre continu. Du coup, c'était faux parce que c'était au niveau moléculaire et pas au niveau d'un atome isolé. La B, un nanomètre correspond à 0,001 micromètre, soit 1 angstrom. Elle est vraie. Après, c'est juste à convertir. Ça aussi, c'est tombé en annales, je crois, en 2014. L'effet hypsochrome est le résultat d'une énergie diminuée et donc d'une longueur d'onde augmentée. C'est faux, c'est une énergie augmentée et une longueur d'onde diminuée. La D, l'énergie séparant deux niveaux électroniques moléculaires est de l'ordre du joule. C'est faux aussi parce que c'est de l'ordre de l'électronvolt. Alors, il faut savoir que selon le rayonnement, c'est soit un électronvolt divisé par 10, soit un électronvolt divisé par 100. Ça, après, vous voyez dans le courant. Ensuite, la E, l'absorption des photons UV engendre la scission homolytique d'une molécule à l'état gazeux. Elle est vraie. C'est en fait UV est visible, ça va donner à la fin un spectre continu. Et ce spectre continu, il est donné lorsqu'il y a une scission homolytique. Voilà. Alors, la question 3, la A. Donc, du coup, la question 3, les réponses vraies, c'était BE. Donc, la A, les nanomètres est une unité applicable à l'énergie des photons UV.
Elle est fausse parce que ce n'est pas une énergie, c'est une longueur d'onde. Pour la B, dans un spectre, la hauteur de la bande permet d'étudier la nature du milieu. C'est vrai. Bon, après, c'est dans le cours. Pour la C, dans l'émission par incandescence, si la température augmente, lambda max est décalé vers les faibles longueurs d'onde selon la loi de Stefan Boltzmann. Et l'énergie totale rayonnée augmente selon la loi de Vienne. Alors du coup, cette question, elle est fausse parce que la lambda max qui est décalée vers les faibles longueurs d'onde, c'est selon la loi de Vienne, et l'énergie totale rayonnée, c'est selon la loi de Stefan Boltzmann. Mais en soi, c'est vrai, parce que plus on augmente la température, plus on voit que l'énergie augmente, et du coup, la longueur d'onde elle diminue. Maintenant, pour la D, la phosphorescence conserve la multiplicité des spins. C'est faux parce que c'est pour la fluorescence. Pour la E, elle est représentée par le diagramme de Jablonski qui met en évidence une transition non radiative. Alors, elle est vraie. En fait, la transition non radiative, c'est la conversion intersystème. C'est le truc qu'il faut passer d'un état triplé. Et en fait, c'est pour la phosphorescence qu'on voit le diagramme de Jablonski. Il y a un autre diagramme pour la fluorescence, mais c'est un diagramme d'énergie simple des niveaux. Voilà. Maintenant, pour la 4, les réponses vraies, c'était A, B, C. Donc là, A. Donc ça, c'est sur les lasers. A, la cohérence spatiale de la lumière laser est fonction de l'homogénéité de l'émetteur. C'est vrai. C'est la définition. Pour la B, plus l'énergie est faible, plus l'émission stimulée est d'autant plus importante. C'est vrai aussi. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dans le laser. Pour la C, les effets biologiques des lasers reposent sur l'irradiance et sur la directivité. C'est vrai. Pour la D, les photons stimulés représentent une énergie supérieure aux photons stimulants. Alors, c'est faux parce que les photons stimulants, c'est les mêmes que les photons stimulés. Parce que du coup, les stimulants, ils proviennent d'un photon stimulé, en fait. Ils se restimulent entre eux. Pour la E, dans les effets thermomécaniques, nous avons l'effet photomécanique et électromécanique. Donc, elle est fausse parce que c'est dans l'effet photomécanique qu'on retrouve les deux effets thermomécaniques et électromécaniques. Et il faut savoir du coup qu'il y a 2 catégories dans celui-là. Voilà. Pour la question 5, donc toujours sur les lasers, la A, alors l'émission des lasers à colorant organique est modulable. Elle est vraie parce que c'est les lasers en fait à liquide, les lasers à colorant organique, c'est les lasers à liquide et c'est modulable. Donc du coup pour la 5, juste les réponses vraies, c'était A, C, il y avait juste la A et la C. B, le laser à rubis est un laser solide où l'élément actif est le néodyme Nd. C'est faux. Pour le laser à rubis, c'est le chrome Cr3+. C, l'effet électromécanique peut utiliser le laser NdYAG. C'est vrai, parce que c'est sur ce laser qui se fait. Il faut pas du coup confondre avec l'autre qui est photomécanique. La D, le laser solide possède une bonne cohérence, mais elle est inférieure du coup au laser semi-conducteur. C'est faux parce que
le laser solide, c'est celui qui a la meilleure cohérence et le laser semi-conducteur, il a une cohérence médiocre. La E, il y a trois modes d'émission, continu, impulsionnel ou discontinu. Donc c'est continu, donc c'est faux, continu, impulsionnel ou déclenché. Voilà, faut connaître les trois. Pour la 6, c'est sur les méthodes spectrométriques. Donc la A, la densité optique est un nombre sans dimension qui dépend de la longueur d'onde du rayonnement. C'est vrai. Donc du coup, la 6, les réponses vraies, c'est A, E. B, l'opacité OP est égale à I sur I0. C'est faux, c'est I0 sur I. C, l'oxymétrie de pouls mesurant la SaO2 est une méthode non invasive. En fait, l'oxymétrie de pouls, c'est la mesure de la SpO2 et pas la SaO2. D, l'oxymètre de pouls est constitué d'un émetteur de photons UV et d'un récepteur photodétecteur de la lumière absorbée. C'est un émetteur de photons infrarouges et un récepteur qui va voir la lumière du coup qui est absorbée. E, le verre d'indocyanine sous-estime la mesure de la SpO2. C'est vrai. Donc, il sous-estime. Il y a aussi le bleu de méthylène. Donc, vous me dites, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Donc, la 7, donc c'est sur la radioactivité. La période la A, la période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des atomes d'une variété donnée de radionucléides a disparu. Donc, c'est la définition. Donc, du coup, c'est vrai. B, la radioactivité du lait est de 80 becquerels par litre. C'est faux, c'est 40. Il faut connaître... il a dit en fait sur le cours qu'il fallait connaître ces mesures. Donc, je pense qu'il faut connaître elle, il faut connaître la radioactivité du corps, il y en a d'autres. Là, c'est les radionucléides primordiaux tels que le potassium 40 sont des radionucléides naturels cosmiques. Donc, c'est faux parce qu'en fait, il y a deux types de radionucléides naturels. On a les primordiaux, on a les cosmiques et les terrestres. Et le potassium 40, c'est dans les terrestres. Bon, ça, après, les cosmiques, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a que deux, tritium et l'autre. La D, les rayonnements cosmiques vont rentrer en collision avec les molécules de l'atmosphère terrestre pour donner uniquement le tritium de période courte et le carbone 14 de période longue. Donc, c'est faux. Alors, tout est vrai, sauf que tritium, du coup, c'est période longue aussi. Voilà. Pour la E, l'iode 131 de période courte est utilisé pour l'exploitation thyroïdienne à très petite quantité, tandis qu'il est émis en masse à partir du réacteur de Tchernobyl. Alors, c'est vrai, il faut connaître du coup dans ce cours que les ordres de grandeur. Sur cette partie, il faut connaître que l'iode 131, c'est court. Enfin, c'est de période courte, mais qu'il faut connaître que c'est à petite quantité. C'est un dixième de millionième de masse. Tandis que le réacteur de Tchernobyl, il émet des dizaines de grammes d'iode 131. Du coup, pour celle-là, c'était vrai. Pour la 8, les réponses, c'était... ADE. Donc, donc ça, c'était sur régulation du milieu intérieur. A, le compartiment intracellulaire est le plus grand des compartiments liquidiens de l'organisme.
donc celle-là, c'est vrai parce que c'est 2 tiers en intracellulaire contre 1 tiers pour le reste. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y a le cours. B, le pourcentage d'eau d'un individu varie uniquement avec l'IMC, puisque plus l'IMC est élevé, plus le pourcentage d'eau est bas. C'est faux parce que ça varie aussi avec l'âge. C'est le volume d'eau du compartiment plasmatique d'un adulte de 70 kg est supérieur à 5 litres. Alors là, en fait, il faut faire un calcul. C'est 5%. On sait dans le cours que le volume d'eau dans le sang, c'est 5%. Du coup, il faut faire 70 fois 0,05. Et en fait, ça nous donne 3,5 kg. Du coup, converti en litres, ça donne moins de 5 litres. Donc, du coup, c'est pour ça que la C, c'était faux. Maintenant, la D, la phosphocréatine permet le stockage de l'énergie en milieu intracellulaire. C'est vrai. La E, la pression osmotique attire l'eau du côté où il y a les protéines. En cas d'anomalie, la création d'un œdème, comme la famine en Afrique, elle est vraie. Il faut savoir que l'eau, elle suit les protéines. Donc, du coup, si elle va suivre le milieu interstitiel. Et si il y a un manque de protéines, ça va créer un œdème. Pour la 9, à propos de la régulation du milieu intérieur, indiquez les propositions exactes. Donc, les réponses justes, c'était B, E. Donc, A, un globule rouge mis en présence d'une solution hypotonique à lui se rétracte. Non, du coup, comme la solution elle est hypotonique, ça ne se rétracte pas, ça s'éclate en fait. B, l'osmolalité totale intracellulaire est identique à l'osmolalité totale extracellulaire. C'est vrai. C'est 301 milliosmoles par litre. Au final, en fait, c'est total, parce que si on voit celui du sodium et tout, c'est pas les mêmes. Mais total, c'est 301, du coup, c'est les mêmes. C'est l'ADH au cœur du système hypothalamo-hypophysaire augmente la quantité d'urine formée. C'est faux. Il diminue la quantité d'urine formée puisque l'ADH il veut garder l'eau. D, elle est sécrétée par l'hypophyse. Alors c'est faux, c'est un piège. L'ADH il est sécrété par l'hypothalamus. Et en fait, l'hypophyse, c'est là où ça va se stocker. C'est dans la post-hypophyse. Du coup, ça aussi, il faut connaître. Pour la E, les volorécepteurs stimulés sécrètent le facteur atrial natriurétique hypotenseur qui inhibe la réabsorption du sodium. Du coup, la E, c'est vrai. C'est hypotenseur, ça inhibe la réabsorption. Du coup, en fait, ça veut sortir le sodium et du coup, ça veut sortir l'eau. C'est quand les volorécepteurs ils sont stimulés. Du coup, ça montre qu'il y a trop d'eau et du coup, il veut sortir l'eau. Pour la 10, donc toujours sur la régulation du milieu intérieur, les réponses justes, c'était B, E. Alors, pour que le corps maintienne un certain équilibre, il faut que la quantité d'eau entrée dans le corps par jour soit supérieure à celle qui sort. Donc, celle-là, c'est faux parce que c'est égal, tout simplement. Pour la B, l'hypothalamus contrôle la sensation de soif. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est lui qui va sécréter du coup l'ADH. Ensuite, pour la C, le SRA peut être activé par le système nerveux sympathique vasodilatateur.
alors, il peut être activé par le système nerveux sympathique, mais du coup, il est vasoconstricteur et pas vasodilatateur, du coup, c'est faux. D. La rénine est une enzyme libérée par le rein, clivant l'angiotensinogène fabriqué par les poumons. Alors, tout est vrai, sauf que l'angiotensinogène de base, c'est la première hormone et elle est fabriquée par le foie. Elle va se transformer ensuite en angiotensine et tout. Du coup, ce n'est pas par les poumons. Les poumons, ça sécrète l'enzyme de conversion. C'est après. Voilà. La E, une tumeur de la cortico-surrénale peut provoquer une sécrétion inappropriée de l'aldostérone. Alors, pour la 10, c'est vrai, parce que c'est dans la cortico-surrénale qu'on sécrète l'aldostérone. Ensuite, pour la 11, à propos de la radiobiologie, donc les réponses justes, c'était que la E. A, les rayonnements ionisants produisent des lésions moléculaires avec peu d'efficacité et une grande spécificité. C'est faux, c'est le contraire, c'est avec beaucoup d'efficacité et peu de spécificité. Pour la B, dans un milieu aqueux, l'énergie moyenne provoquant une ionisation de l'eau. Alors là, juste, je n'ai pas mis de l'eau. Du coup, c'est dans un milieu aqueux. C'est pas 23 électronvolts, mais 32 électronvolts. Du coup, elle est fausse. Pour la C, l'effet indirect d'une lésion sur l'ADN est secondaire à des réactions physico-chimiques simples dans un environnement composé de molécules d'eau. Alors, donc la C, elle est fausse parce que c'est des réactions physico-chimiques complexes. En fait, parce que dans l'eau, l'effet indirect, c'est quoi? C'est l'eau qui va se ioniser et s'exciter pour ensuite faire des lésions sur l'ADN. Du coup, c'est indirect. La D, les produits de la radiolyse de l'eau pure sont toxiques et très réactifs. Il y a par exemple le radicolibre H2O2. Donc celle-là, elle est fausse parce qu'il y a un piège. Il faut connaître que les produits de la radiolyse sont toxiques, qui sont oxydants. Mais l'H2O2, c'est le seul qui n'est pas un radicolibre. On a l'OH, l'électron aqueux, etc. Mais l'H2O2, du coup, c'est un produit oxydant, mais pas radicolibre. Ensuite, la E, l'oxygène augmente l'effet biologique des rayonnements. C'est un radiosensibilisant. Et la E, elle est vraie. Voilà, l'oxygène, ça augmente du coup les lésions. C'est pour ça que pour certaines tumeurs, on hyperoxygène pour les tuer. Ensuite, la 12. Donc la 12, les réponses, c'était A, C, D. La A, plus le TLE est grand, plus la complexité des lésions est importante et l'efficacité de la réparation est moindre. Donc c'est vrai. Pour la B, les radicaux libres sont formés que lors d'un métabolisme anormal. C'est faux. Il faut savoir aussi qu'ils sont tout le temps produits. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a des réparations, etc. Là, c'est seules les lésions résiduelles sont capables d'expression biologique. C'est vrai. C'est sur le cours. D, les lésions chromosomiques ne sont pas directement observables. C'est vrai aussi, même si ça atteint les chromosomes, c'est indirectement observable. E, la dose létale moyenne D1,5 est la dose tuant 50% d'une population cellulaire. Là, il y avait un piège. La dose 1,5, ça tue pas 50%, mais ça tue 37%.
en fait, il y a la dose aussi qu'on appelle létale 50 et elle tue 50% de la population cellulaire. Donc ça, il faut faire attention. 13, à propos de la radiopathologie humaine, les réponses, c'était du coup, c'était banco. La A, une irradiation de 7 degrés sur les testicules est responsable d'une azospermie irréversible. Elle est vraie parce que c'est supérieur à 6 degrés. Dans les effets déterministes, la gravité augmente avec la dose. C'est vrai, il ne faut pas confondre avec les stochastiques. La C, les effets héréditaires sont des effets susceptibles d'apparaître dans la descendance des personnes irradiées. C'est vrai, notamment lorsqu'elle irradie les gonades. D, si la durée de vie du type cellulaire irradié est courte, les effets seront rapides. C'est vrai aussi. Donc, du coup, si c'est court, c'est rapide. Si c'est long, les effets ils sont plus longs dans le temps. E, les cancers radio-induits est le principal risque tardif des irradiations. Sa fréquence s'élève à 25%. C'est vrai. En fait, on nous dit que dans les risques tardifs, enfin les risques tardifs, c'est principalement les cancers dus aux radiations et c'est 25%. 14. À propos de la radiopathologie, toujours, les réponses c'était A, D, E. Donc, la A, les peintres de cadrans utilisant une peinture à base de radium est un exemple d'exposition professionnelle, c'est vrai. Bon, ça, c'est le cours. B, pour exploiter les expositions de risque, le nombre de sujets nécessaires est d'autant plus faible que l'effet est faible. C'est vrai, ça, c'est pour les... En fait, quand on fait des enquêtes épidémiologiques sur ceux qui ont été touchés, il faut savoir que le nombre de sujets, plus l'effet il est faible, plus... non, pardon, la B, c'est faux, parce que plus l'effet est faible, plus on a besoin de sujets pour une grande population, en fait. Et inversement, plus l'effet est fort, moins on a besoin de sujets. C'est lors de la période préimplantatoire de la grossesse, une femme soumise aux irradiations in utero risque de développer des malformations du fœtus. Donc, cette question, elle est fausse parce qu'ils nous disent dans le cours qu'il y a 3 périodes qu'il faut différencier. La période préimplantatoire, il n'y a pas de malformation ou quoi, c'est la loi du tout ou rien. C'est soit, en fait, il meurt, soit il vit, mais il n'a pas de conséquences, en fait. Les 3 principes de base de la radioprotection sont la justification, l'optimisation et la limitation. C'est vrai, ça c'est à connaître. Il est recommandé de respecter une distance avec la source radioactive. C'est vrai, c'est dans les trois précautions à prendre. Il y a aussi la durée et l'écran sur la source. Pour la question 15, à propos de la RMN, les questions vraies, c'était B, C, D. La A, les rayonnements ionisants possèdent une énergie supérieure à 13,6 joules. Alors, il y avait un piège, c'est ionisant, c'est à partir de 13,6, mais électronvolts. B, les infrarouges sont non ionisants et compris entre 1 milliélectronvolt et 1 électronvolt. Du coup, c'est vrai. Ça, c'est dans les types de radiation. La longueur d'onde, donc du coup, la longueur d'onde se situe entre 760 nanomètres et 1 millimètre. Leur effet thermique est recherché pour traiter l'inflammation. C'est vrai, du coup, c'est les infrarouges. Ça aussi, il faut connaître. Les rayons gamma possèdent à peu près la même énergie que les rayons X, mais naissent au sein du noyau. Celle-là aussi, elle est vraie.
ils nous disent bien que c'est la même gamme d'énergie, mais une origine différente. La RMN utilise la composante magnétique d'un rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences pour perturber et ainsi mesurer l'interaction entre les moments magnétiques de certains noyaux et un champ électrique statique intense. Donc ça, c'est issu d'un annal. Tout est vrai, sauf qu'il faut différencier on parle du champ magnétique statique intense. Voilà. La 16, du coup, les réponses vraies, c'était A, D, E. Donc là, l'IRM consiste à réaliser la cartographie des protons de l'eau selon leur densité et leurs caractéristiques de relaxation. C'est vrai, c'est la définition. La B, sur la courbe 3 de la couche 3, n égale 3, on peut placer 12 nucléons. Alors là, en fait, il faut faire les calculs, mais il y a un piège. C'est que quand on fait le calcul, on trouve 12, mais c'est 12 nucléons de chaque type. Là, voilà. Du coup, là, c'est faux. Le moment magnétique caractérise la charge du spin. Il est proportionnel au rapport gyromagnétique sans unité, qui est lui-même inversement proportionnel à la masse de la particule. Là, c'est faux parce que, en fait, tout est vrai. C'est dans la formule sur le moment magnétique, sauf que le rapport gyromagnétique, il a une unité, c'est en méga Tesla par seconde, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il a une unité, donc c'est faux. Il faut connaître la formule aussi. D, la polarisation des noyaux dans un champ magnétique extérieur intense, B0, fait précesser les spins à la fréquence de l'armor. Ces derniers s'orientent de 2L plus une façon. Elle est vraie. Il faut savoir que même dans la polarisation, c'est à la fréquence de l'armor, l'excitation aussi, du coup, et ils s'orientent de 2L plus une façon. La RMN n'est pas une méthode sensible. Elle est vraie aussi. 17, donc toujours sur la RMN. A, l'excitation fait basculer l'aimantation M0 avec une composante longitudinale MZ égale M0 sin alpha et une composante transversale MXY égale M0 cos alpha. Alors c'est faux, pourquoi? Parce que dans les formules, c'est cos alpha pour la composante longitudinale et sin alpha pour la composante transversale. Du coup, en soi, c'est vrai. Pour l'excitation, ça fait basculer, mais les formules, ce n'étaient pas les bonnes. B, la mesure du signal de RMN se fait pendant que l'onde de radiofréquence s'arrête lors de la relaxation. Alors, c'est faux parce que c'est lors de la relaxation, mais il faut bien préciser que c'est après que l'onde s'est arrêtée et pas pendant. Ça aussi, c'est un piège, je crois, qui est tombé dans un annal. C'est le transformé de Fourier permet de transformer le signal RMN en fonction du temps, un signal en fonction de la fréquence. Il fait apparaître un pic de forme lorentzienne. Donc celle-là, elle est vraie. Le transformé de Fourier, voilà. D, pour mesurer T2, on réalise au préalable une impulsion de 180 degrés, puis une impulsion de 90 degrés, c'est l'écho de spin. Alors c'est faux parce que l'écho de spin, c'est 90 degrés et ensuite 180 degrés. Et ça va nous permettre, après, d'abord il faut faire ça, et après ça va nous permettre de mesurer T2. Tandis que pour l'autre, donc du coup celle-là c'est la composante transversale, et pour l'autre c'est 90 degrés et ensuite 180 degrés. Il est possible de faire de la RMN du sodium 23, Z égale 11 et A égale 23. Elle est vraie parce que tant que Z et A ne sont pas pairs tous les deux, tout le reste, c'est possible de faire la RMN.
Du coup, là, à ce moment-là, ça ne sert à rien de calculer I. En fait, c'est du moment qu'il y en a un qui est impair, c'est possible. Alors, la 18, c'est à propos de la SMR. A, la multiplicité des raies est liée au couplage spin-orbite et renseigne sur les positions relatives des noyaux observables dans la molécule par rapport à ses voisins n'appartenant pas au même groupe chimique. Donc celle-là, elle est fausse. Alors en soi, c'est vrai, ça permet de voir par rapport à ses voisins, mais c'est lié au couplage spin-spin et pas spin-orbite. C'est comme ça qu'on peut le voir. B, ce couplage se transmet à maximum 3 liaisons chimiques pour le proton. Elle est vraie, donc il faut connaître que c'est 3 liaisons, ça se transmet. C'est si le proton est lié à un noyau très électronégatif, la constante d'écran est faible et sa fréquence est élevée. On dit qu'il est blindé. C'est faux. Alors, tout est vrai, sauf que c'est déblindé quand la fréquence est élevée, la constante d'écran est faible. D, le déplacement chimique, appelé aussi fréquence de résonance, nous informe sur la fréquence analysée sur le spectre. C'est vrai, en fait, c'est ce qu'on mesure, ce qui nous donne la fréquence en ppm, là. Ce qu'on mesure en dessous, du coup, ce qu'on voit en dessous du spectre. Du coup, celle-là, c'est vrai. E, enfin, les aires des pics correspondent à la quantité relative des noyaux des différents groupes chimiques. C'est vrai aussi. Voilà. En fait, c'est l'aire des pics. Il y a l'aire des pics, il y a la fréquence de résonance et il y a du coup la fréquence de résonance déplacement chimique. Et voilà. 19. À propos des rayons X, du coup, les réponses vraies, c'était A, C, E. La A, le principe du tube Rx permet la production de rayons X par effet thermoélectronique, c'est vrai. B, le filament est alimenté par un générateur de courant de faible intensité. I, appliqué durant le temps T, le faisceau d'électrons interagit avec l'anode, créant un faisceau de Rx à faible rendement. Elle était fausse parce que c'était de forte intensité. Mais tout le reste, c'est vrai, il faut connaître du coup comment ça fonctionne, le tube Rx. Ils sont produits par 2 sources, dont le rayonnement de freinage, donnant un spectre continu. Voilà, en fait, les 2 sources, c'est le rayonnement de freinage qui donne un spectre continu. Et il y a une autre source, ça donne un spectre discontinu. Voilà. D, pour une épaisseur de matériau de 3 CDA, l'atténuation du faisceau incident sera de 2 fois 10 puissance 3. C'est faux. Ça aussi, c'est une question d'anal. Il faut savoir que pour une épaisseur de 3 CDA, ça donne une atténuation de 2 puissance moins 3. Du coup, c'était faux. Si un rayonnement monoénergétique traverse un milieu homogène, l'intensité I des photons qui traversent une épaisseur X sans interaction décroît selon I égale I0 fois E exposant moins micron X. C'est vrai, c'est la formule du coup quand ça décroît, quand ça passe un matériau, ça décroît l'intensité. Pour la question 20, les réponses vraies, c'était B, C. Donc la A, c'était l'effet Compton. C'est une interaction entre un électron incident et un électron d'une couche profonde. Donc celle-là, c'était faux parce que l'effet Compton, c'est sur une couche superficielle. La B, dans l'effet Compton, il y a échange d'énergie. On parle de diffusion inélastique, contrairement à la diffusion élastique de Rayleigh.
c'est vrai. Compton, c'est échange d'énergie, du coup inélastique. Et l'autre, c'est pas d'échange d'énergie, du coup élastique. C'est la probabilité d'interaction par effet Compton est proportionnelle à la masse volumique de la cible et à l'inverse de l'énergie des photons incidents. Donc là, C est vrai. Il faut connaître la formule de la probabilité qui dit que c'est la masse volumique et l'inverse de l'énergie. Ensuite, la D, c'est faux. Sa probabilité est mesurée par la loi de Bragg et Pierce. C'est faux parce que ça, c'est la loi qui mesure la probabilité de l'effet photoélectrique et pas de l'effet Compton. Et la E, l'effet Compton est prépondérant à faible énergie et lorsque Z de la cible est élevé. Et la E, c'est faux parce que c'est l'effet Compton, il est lorsque Z il est faible. Du coup, ça, c'est pour l'effet photoélectrique. On nous dit pour l'effet Compton, c'est à partir de 40 kilo électronvolts. Du coup, pour la 20, c'est les réponses étaient B et la C. Et voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions. Merci Jérémy, bon courage. Ça va?